Les voitures allemandes ne sont pas à l'agonie. C'était eux les premiers en train de se chier dessus sur les trucs de Trump. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, Bruno. Parce que si tu veux qu'on t'écoute, il faut écouter les autres. Non, moi, ça m'intéresse pas. Justement, écoute, dans ce cas-là, tu t'en vas. Justement, c'est parce que... Parce que je peux me barrer, j'en ai rien à foutre. Non, mais... Écoutez, de toute façon, il y a les anti-Trump qui, par principe, diront « Ah, vous voyez, il est versatile, il est fou, on ne peut pas compter sur lui, il n'a même pas de stratégie, c'est n'importe quoi. » Il y a les pros qui vous diront « Ah là là, il est extraordinaire, c'est un génie, machin. » Bon. Moi, d'abord, premièrement, je regarde juste les faits. Je pense que Donald Trump est d'abord l'homme du deal. C'est un négociateur, c'est un businessman. Et que sa tactique à lui de businessman, c'est, comme je l'avais dit la dernière fois, la sidération. Il tire tous azimuts pour sidérer l'adversaire qui reste figé comme un lapin dans les phares d'une voiture. Sauf les Chinois. Et il les positionne... Attends, les Chinois. Il les positionne dans une position d'infériorité pour faire son deal. Non. Ça a quand même relativement bien marché. Il y a quand même en l'espace de 48 heures, 60 pays qui ont commencé à demander à négocier. Oui. Quand il a dit oui, il supplie pour négocier, il suppliait peut-être pas, mais enfin, ils étaient quand même très demandeurs. La Chine, elle est en position de force, mais l'économie chinoise, en apparence aussi diversifiée qu'elle soit, elle ne peut pas non plus compter sans les États-Unis. Les États-Unis, ça reste la monnaie universelle, la langue universelle, le mode de vie universel. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est la plus puissante et la plus belle, à mes yeux, démocratie, puisque c'est toujours la même depuis sa fondation, 1787. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'États dans le monde qui peuvent se prévaloir de cette durabilité de la démocratie. Donc, les États-Unis, ça reste la puissance mondiale, la puissance militaire. Donc, la Chine, aussi énorme soit-elle en termes de production industrielle, elle est quand même largement en dessous. Ça reste un pays émergent, c'est pas un pays développé, la Chine. Donc, moi, je pense que Trump, il est dans une position de force. Et je pense que sa stratégie... Oui, bien sûr, parce que vous verrez, il y aura des accords. Il aura obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il aura négocié des accords. Et la Chine viendra aussi à négocier. Maintenant, Bruno, ton point de vue... Attends, on l'a pas entendu. Non, mais comme il ricane, ton point de vue vaut autant que le mien. J'ai le droit d'avoir le mien. Non, le tien est plus important, t'es prof d'histoire. Moi, je ne suis que cheminot, et donc moi, l'économie, je connais rien. Tu sais, on va écouter chacun. Les profs d'économie, c'est... Non, mais juste pour te dire... Est-ce que tu peux sortir du parti pris d'être forcément anti-Trump et juste de regarder ça factuellement? Peut-être qu'il a raison. Peut-être tu l'as fait factuellement. La sidération, ça marche apparemment. Oui. Bruno Poncet. Moi, je ricanais parce que j'entendais que la Chine est un État. La Chine va se plier, la Chine ceci, la Chine les pauvres, ils sont tout petits face à Trump. Les Chinois, ceux qui produisent quasiment 80% de la production mondiale, je pense que Trump, il a dû regarder ça. Après, moi, je pense que Trump, surtout, il s'est fait tirer les oreilles par ses vrais patrons, qui sont les multimilliardaires. Quand il lui expliquait, écoute, cousin, on est en train de perdre 100 milliards toutes les 5 minutes, ça serait bien que tu te détendes un peu. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il arrête. Parce que sa stratégie de faire, j'ai les plus gros bras que vous, pour pas dire autre chose, vous allez tous plier, ça marche pas. Les 75 États qui veulent, soi-disant, négocier, c'est lui qui les sort. Moi, j'ai pas vu beaucoup de pays trembler. J'ai vu, par exemple, l'Afrique du Sud lui dire, écoute, je pense que nous, on va tout taxer ce qui vient de chez toi et on va prendre à plein de chez toi. Donc, il a peur de l'Afrique du Sud, ça t'a l'Afrique du Sud, c'est un pays qui... Quel beau modèle, l'Afrique du Sud, en plus. En tout cas, au niveau démocratie, quel beau modèle. C'est un pays qui pourrait être plein, je pense, l'Afrique du Sud. C'est un non, pays très démocrate, je pense. C'est un pays justement, c'est pas du tout un pays démocrate dans lequel la population... Dans lequel la population... On avait dit qu'il fallait pas couper, madame. Dans lequel la population s'est un vrai problème, quand même, Barbara, sur la démocratie. Sinon, ceux qui nous écoutent ne comprennent plus rien. On comprend plus rien. Non, mais l'Afrique du Sud... Charles Consignard, vas-y. Attends, j'ai pas fini. Donc, moi, je pense que Trump, oui, il a pris un principe de réalité dedans. Et puis il y a un autre sujet aussi avec Trump, c'est que je pense que sa technique, il a voulu tenter le coup, ça n'a pas marché. Moi, j'ai juste vu ce matin que Warren Buffett commence à vendre ses actions pour ne plus avoir d'actions depuis novembre 2024. Donc je pense que tout ce qu'est en train de faire Trump, il l'a expliqué à tous ses amis multimilliardaires. Donc les mecs, ils ont compris que le marché allait être dérégulé dans pas longtemps. Donc la plupart sont en train d'essayer de sauver les meubles. Mais à part son ami Musk qui n'avait pas compris ça avant, je pense. Mais tous les autres sont en train de comprendre qu'il va déréguler le marché. Charles, est-ce qu'on est quand même soulagé ce matin? Notamment si on se met un peu quand même du côté de la France, parce que là vous parlez d'autres pays, mais enfin on est avant tout français. Et pour les entreprises françaises qui exportent aux États-Unis, c'est quand même un soulagement. Ça, c'est sûr. Après, c'est peut-être un sursis, simplement, on verra. Moi, je pense que Trump, de très longue date, considère que les États-Unis doivent être un pays manufacturier. À tort ou à raison. Peut-être qu'il a dans l'esprit un vieux logiciel de vieil homme d'affaires des années 80 qu'il est et qu'il est peut-être resté et qu'il n'est pas suffisamment... conscient des grands changements du monde, mais en même temps, on a tellement critiqué sur tous les tons, et en particulier la gauche, la mondialisation à outrance,
la division internationale du travail, les longs voyages que font les marchandises à travers la planète et la volonté de relocaliser, que les gens qui ont critiqué ce système mondialisé devraient aujourd'hui soutenir la politique de Trump, puisque la politique de Trump, en fait, c'est une espèce de retour en arrière sur le plan historique qui consiste à relocaliser autant que possible une grande partie de la production. Je ne sais pas si c'est la méthode qui pose problème. En tout cas, le but, c'est celui-là. Je ne sais pas si c'est faisable. Je sais qu'un ouvrier américain coûte quand même beaucoup plus cher qu'un ouvrier d'un pays dans lequel il y a actuellement les usines en Asie, ou même qu'un Mexicain. Donc, est-ce que c'est viable de penser qu'on va fabriquer des choses, refabriquer beaucoup de choses dans nos pays? Je pense que ce vers quoi tendaient beaucoup de pays occidentaux, c'était relocaliser la production des domaines dans lesquels on a une certaine excellence. Ce qui est fou avec les Américains, c'est qu'à chaque fois que l'administration Trump prend une décision, à chaque fois, c'est le jour le plus extraordinaire pour les États-Unis. Ça, c'est leur communication. Hier, c'était encore, je regardais ce que disait Peter Navarro, c'est le secrétaire d'État au commerce, qui a été traité crétin absolu par Elon Musk. Et après la décision de Donald Trump, il dit, écoutez, c'est le plus grand jour des négociations commerciales dans l'histoire américaine. Oui, ça nous place dans une position magnifique de nouveau. Et ce matin, d'ailleurs, le Vietnam a entrepris des négociations avec les États-Unis. La communication de Trump, on la connaît, elle est parfois clownesque, c'est parfois du grand comique, voire du comique troupier. La question, c'est la réalité derrière de la politique. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il voulait vraiment pousser à cette réindustrialisation et au retour de ce capitalisme productif qui me semble être en phase avec l'économie réelle plutôt que l'économie financiarisée. Non, mais c'est la méthode. On peut la critiquer. Maintenant, la stratégie et l'objectif, personnellement, je le trouve bon. C'est-à-dire, à la fois, remettre un peu d'ordre dans les déséquilibres économiques mondiaux. Je suis désolée, on n'a pas tout le temps. On ne l'a pas vu pendant la période du Covid. Non, nous, qu'on était à la gorge comme ça pour 3 masques. Donc, et on a réagi depuis. Non, on continue à faire dodo. Oui, mais lui, il a décidé de ne plus faire dodo. Est-ce qu'il faut bordéliser le monde pour obtenir ce qu'on veut? Non, mais c'est surtout, est-ce que sérieusement, on pense, avec nos ouvriers aux 35 heures qui coûtent 3 € au patron quand ils en perçoivent un, est-ce qu'on croit vraiment qu'avec ça, on va fabriquer quelque chose comme des masques chirurgicaux? Je suis désolé, il faut être lucide sur ce qu'on peut fabriquer dans nos pays et ce qui doit être fabriqué dans d'autres pays. Tu as dit la même chose aux Américains en disant que les Américains, quand ils produisaient, coûtaient plus cher que les Chinois. C'est pour ça que je pense que il y a des exemples en Europe, par exemple. Il y a des exemples en Europe où l'industrie a été maintenue. Dans des domaines de pointe. Avec des modèles qui sont assez cousinaux avec l'autre. Je pense à l'Allemagne. Oui, dans des domaines de pointe. D'ailleurs, qui était plus touchée par les produits de douane. Ils sont à l'agonie, les Allemands, là. C'est pas un bon exemple, Olivier. Non, ils sont pas à l'agonie. Les voitures américaines, les voitures allemandes ne sont pas à l'agonie. C'était eux les premiers en train de se chier dessus sur les trucs de Trump. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, Bruno. Parce que si tu veux qu'on t'écoute, il faut écouter les autres. Non, moi, ça m'intéresse pas. Justement, écoute, dans ce cas-là, tu t'en vas. Justement, c'est parce que les je peux me barrer, j'en ai rien à foutre. Non, mais très bien. Ça commence bien, cette émission. Mets-toi le truc dans le nez. Enlève-moi un pied de... Allez, on enchaîne, s'il vous plaît. Non, mais simplement, l'industrie allemande, justement, se porte bien. Et c'est pour ça que les taxes douanières l'impactaient plus que nous. Ce qui est terrible, c'est que finalement, nous, ça nous impactait assez peu parce qu'on ne produit plus grand-chose. C'est peut-être quand même assez désolant. L'Italie, qui se porte beaucoup également. Donc on peut en Europe maintenir notre industrie, mais c'est sûr, les 35 heures, c'est sûr nos discussions sur la retraite qui n'en finissent plus, tout ça c'est des freins. Charles a raison sur un point. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller refabriquer des petits t-shirts et des petits masques. Par contre, Trump a raison de dire, par exemple, de forcer Apple à rapatrier une partie de sa production. Il y a une partie de ses productions technologiques. Non, mais maintenant, je veux juste dire une chose qui m'a fait quand même m'étouffer de rire. Sur les plateaux télé, là, depuis 2 jours, on a des spécialistes de l'économie qui disent « Heureusement, la France, elle va pas trop souffrir. » Ah bah oui, c'est sûr, parce que nous, comme on n'a plus rien, qu'on est déjà dans la mouise, notre industrie va pas souffrir. Et le type, on aimerait bien souffrir. J'ai entendu un expert, un grand économiste nous expliquer que c'était formidable. Il nous a fait la liste de tout ce qui ferait que la France serait épargnée, parce que comme la France ne produit plus rien, eh ben la France serait pas touchée. Ben c'est sûr, nous, on va mourir guéris. On est content, les Français vont mourir guéris.